Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation entre zèbres indépendantes. Je suis Marjorie Véron et j'ai le plaisir d'accompagner des zèbres, des zébrettes dans leur développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, je reçois Christine Leclerc-Scherling qui a accepté cette invitation et j'en suis ravie. Christine, vous êtes psychologue internationale, c'est ça? C'est ça, Est-ce que c'est vous... mon titre et c'est aussi ma nature, enfin mon identité. Ok. J'ai beaucoup aimé notre échange avant de vous demander cette interview. Vous m'avez précisé que vous vouliez parler d'innocence aujourd'hui. On rentre Ouais, directement alors dans le sujet. avec plaisir, avec plaisir. Donc quand je dis que psychologue international, c'est mon titre, c'est parce que j'ai un doctorat en psychologie internationale et aussi parce que, alors je suis née française d'une maman, enfin je suis née d'un père français en Suisse avec une maman suisse. Et puis j'ai grandi en pensant que j'étais trop suisse pour les Français et trop française pour les Suisses. Hmm. Alors quand j'avais 28 ans, j'ai pris mes 2 valises et je suis partie aux États-Unis. Et puis je suis devenue américaine. Alors maintenant, je suis américano-franco-suisse. Voilà. Ça fait déjà 2 continents et puis c'est pas mal. Et puis quand j'insiste sur l'innocence, c'est parce que euh, quand on parle de haut potentiel et de zèbre, on a souvent la tendance à avoir un peu de pression par rapport à ce qu'on doit délivrer. Et puis, être parfait, c'est beau de le dire comme ça n'existe pas, la perfection n'existe pas. Mais on peut dire de toutes les manières, il y a quand même une forme où on a envie de chercher cet alignement, cet équilibre, ou le mot juste. On a quand même un peu cette quête de l'absolu, donc c'est un peu difficile en même temps dire il n'y a pas de perfection, puis en même temps de savoir que naturellement, on a quand même une tendance à aller le chercher. Donc l'importance de l'innocence, c'est parce que j'ai fait plein d'erreurs. Et puis j'aime bien me dire que ça fait partie du parcours et que ça a rendu le parcours plus riche et plus intéressant. Et puis aussi une notion un peu plus identitaire et un peu plus profonde, l'innocence parce que c'est être zèbre au potentiel, surdoué, surdosé comme dit Yor, c'est pas la fin du monde, au contraire, c'est juste la description de son monde intérieur, puis il faut en prendre soin, il faut pas, mais c'est assez sympa de pouvoir voyager dans son monde intérieur comme ça, de manière libre. Et puis c'est plus facile quand on se dit que c'est pas une malédiction, que c'est pas une maladie, que c'est pas un truc à changer, qu'on est né comme ça et puis que c'est un cadeau. Hmm. Donc, c'est pas une malédiction, c'est presque une bénédiction, alors. Ça, je sais pas. En fait, pour moi, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un outil. Puis comme j'en connais pas d'autres, tout ce que je sais, c'est j'ai une curiosité assez grisante de savoir qu'est-ce que je peux en faire. Alors, Ouais. je teste mon outil assez souvent. Et puis, justement, quand on se libère de la perfection et puis qu'on est juste là pour jouer, pour voir en fait ce qu'on peut en faire, du moment qu'on se respecte soi, qu'on respecte les autres, moi, je trouve que c'est assez sympa. Hmm. J'aime bien cette idée de voir ça comme un outil. Moi, je vois beaucoup la douance comme ce que les recherches scientifiques montrent aujourd'hui, une spécificité neurobiologique. Donc voilà, on est câblé un peu différemment. On a une forme de super puissance sous la boîte crânienne. Et du coup, apprendre à se servir de cet outil, comme tout outil, ce n'est qu'un outil, ça dépend comment on s'en sert. Et du coup, le résultat qu'on va produire va dépendre de ça. Donc, effectivement, rentrer dans son monde intérieur, aller voir comment il a tendance à fonctionner pour mieux se connaître, l'apprivoiser et ensuite apprendre de ses erreurs. Et j'aime beaucoup aussi l'idée d'être dans le jeu et pas dans la perfection. Des zèbres très perfectionnistes. Et moi, j'ai tendance à dire, OK, on ne va pas dans la perfection, on va aller dans la progression, plutôt viser l'excellence que la perfection. Mais ça remet quand même une forme de pression. Donc, l'idée du jeu, retrouver le jeu sans enjeu, c'est inspirant, ça. Juste avant, on a parlé aussi de trop intelligent pour être malheureux. Mm. Vous en pensez quoi? Ouais. Alors, j'en pense quoi? Euh, Assez intelligent pour être heureux, ça me va bien. Euh, euh, Parce qu'après, je pense vraiment pas que les deux soient. Bah, comme je vois ce qu'on a sous la boîte crânienne comme un outil, euh, bah, est-ce qu'il faut des outils pour être heureux? J'espère pas. J'espère pas que l'intensité du bonheur dépend de la compétence de l'outil. Ce serait dommage. Euh,
Donc, je pense que c'est corrélé ni d'un côté ni de l'autre. Je ne pense pas que j'en suis plus heureuse ou plus malheureuse. Après, dans mon vécu à moi, j'ai l'impression que ça m'a rendu les choses un peu plus compliquées par rapport aux attentes des autres. Où, moi, j'ai grandi où on n'a pas besoin de s'inquiéter pour Christine parce que de toute façon, on a des ressources. Et j'entendais ça tout le temps. Et puis, quelque part, c'est pas parce qu'on a des ressources qu'on n'a pas des besoins. Donc, moi, j'ai un peu ressenti ce manque par rapport à ça, où on a un peu trop estimé que ça allait aller parce que j'avais des ressources. Donc, puis c'était aussi un peu en opposition par rapport à mon frère qui avait besoin de beaucoup de temps pour faire les devoirs, qui était un peu hyperactif, qui était beaucoup hyperactif, qui avait 2 ans et demi de plus que moi. Donc, par rapport aux compétences cognitives, il n'y avait pas beaucoup de différence, on pouvait faire la même chose. Mais lui avait toute l'attention parce qu'il était très actif et puis on voulait faire attention qu'il soit bien cadré, qu'il ne fasse pas trop de dégâts quand on est chez les gens, alors que moi j'étais la calme, j'étais celle qui prenait son livre, on n'avait pas trop besoin de s'inquiéter de moi. Donc moi, mon bonheur, il est plutôt avec les autres. Donc si les autres, en fait, ils sont pas très intéressés parce que j'ai pas besoin d'eux, j'y perds. Si on se dit, la douance, ça veut dire qu'on a toutes les ressources et puis qu'on n'a pas besoin de quelqu'un, c'est pas à mon avantage. Ce que vous dites résonne beaucoup, cette notion de toute façon, tu t'en sors très bien toute seule, tu as besoin de personne. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'on s'en sort bien tout seul que pour autant on a besoin de personne. On trouve les ressources pour se débrouiller tout seul puisqu'on nous a mis dans cette situation. Mais pour autant, les autres restent indispensables à notre croissance, à notre épanouissement et pour partager aussi. Ouais. Et pour jouer. Oui, exactement, parce que j'en reviens à cette idée de pression, la notion de surdoué, haut potentiel, ça met une pression de dingue, parce qu'en plus, dans haut potentiel, il y a potentiel, donc c'est pas là, il faut le développer, mais c'est haut. Donc ça met vraiment une pression importante. Alors moi, j'ai grandi avec l'étiquette enfant précoce. Oui. Et puis, il y avait un gros malentendu, mais un gros malentendu. Dans ma tête, quand on m'a expliqué enfant précoce, j'imaginais que j'allais être adulte avant les autres. Parce qu'il n'y avait rien d'autre qui comptait pour moi, c'est devenir adulte. Donc, enfant précoce, c'est pas juste haut potentiel. Haut potentiel, il y a de la pression. Enfant précoce, il y a de la vitesse. Moi, j'allais devenir adulte rapidement. Et puis, j'aurais à prouver que j'étais adulte. Il y avait une question de maturité plutôt que d'intelligence et de résultats. Donc, les résultats, ça m'a jamais mis la pression. Mais c'était surtout au niveau de la maturité et de l'indépendance. Et puis, je suis arrivée à l'âge adulte. Et puis, je me suis pas trouvée très adulte. Et puis là, j'ai eu l'impression d'avoir tout perdu. J'ai l'impression d'avoir rien fait avec l'enfant précoce qu'on m'avait dit que j'étais, que j'avais déçu tout le monde parce que je n'avais rien fait, que j'avais pas inventé quelque chose, j'avais pas créé quelque chose, et puis que je savais pas grand-chose en fait. Et cette pression qui est c'est parce qu'il y a une forme de pression, vous le dites, hein, j'avais pas réalisé autant qu'on attendait de moi, etc. Donc il y avait une forme de pression. On peut la vivre quand on est enfant et quand on est adulte et qu'on est détecté quand on est adulte. Vous travaillez avec des adultes aussi, j'imagine? Oui, mais pas spécifiquement dans le HP ou dans ce milieu-là, avec tous les adultes. Quand on a grandi enfant avec cette étiquette, entre guillemets, je vois une petite différence avec quand on le découvre quand on est adulte. J'entends beaucoup les zèbres qui me racontent le jour où j'ai appris ça, ça a changé ma vie, j'ai réécrit toute mon histoire. Et le fait de réécrire son histoire, ça permet de se reconstruire. J'ai l'impression qu'en tombant le masque, en se rendant compte qu'on porte un masque social, du coup, on se dit, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reconstruis mon identité. Voilà, je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose. Mais oui, parce que, encore, moi, mon monde à moi, il a été très solitaire. J'ai jamais été seule, hein, j'ai toujours été très entourée, mais j'ai pas eu toujours l'impression que mon monde était partageable. Et puis, alors par rapport à l'intelligence, moi j'ai l'impression que c'était quelque chose qui était très fluide, qu'on pouvait avoir ou pas avoir. Parce que justement, ça se démontrait par des notes, par des réussites, par des résultats, il devait y avoir quelque chose de tangible. Et qu'on l'avait seulement quand le résultat était là. Quand on n'avait pas le résultat, on n'était pas intelligent. Donc c'était quelque chose qu'on pouvait avoir ou ne pas avoir. Donc plein de malentendus, hein, parce qu'après,
Quand on se définit zèbre, c'est pas forcément par rapport à ses résultats, c'est par rapport à sa manière d'y arriver. Et puis après, c'est là où est le plaisir. Mais j'ai eu ce monde un peu isolé parce que mon premier souvenir, c'est j'avais 2 ans et demi, on était dans la voiture, on allait partir à Paris. Ma mère était dans la voiture, mon frère était dans la voiture, mon père était encore pas là. Et puis je me souvenais jouer avec une couverture orange pour la mettre dans la fenêtre. Et tout à coup, mon père est descendu, il nous a fait tous remonter, on a remonté les valises, on a tout remonté. Et puis on s'est rendu compte, enfin moi je me suis rendu compte qu'on n'allait pas partir. Et puis le lendemain, j'ai découvert que mon père était au téléphone pendant ce moment-là. Il avait un appel de sa famille qui disait que son frère était décédé. Et puis je me souviens voir mon père pleurer, donc j'avais 2 ans et demi. Et puis je me souviens pas comprendre. Et puis là, l'histoire qu'on m'a racontée, c'est qu'il avait été faire il a été chassé et que le fusil s'était retourné contre lui. Et puis, c'est une histoire qui n'avait aucun sens pour moi, mais aucun sens. Vraiment, je ne comprenais rien. Alors, je voyais comme ça des fragments. Alors, on n'était pas partis en voyage. Mon père était triste, il a perdu son frère, c'est normal. Mais c'est quoi cette histoire de fusil? Et pendant des années, j'ai fait de la simulation de ce qui avait bien pu se passer, ce qui avait bien pu se passer. Puis, j'essayais de mettre les pièces ensemble, ça n'avait pas de sens. Et puis, je me souviens avoir testé une copine à l'école. Et puis, on était assis comme ça sur un mur. Et puis, je lui ai dit, je vais raconter mon histoire pour voir si elle tient debout. Puis, je raconte l'histoire du fusil qui se retourne. Et puis, là, c'est le test de toute l'humanité sur un mur comme ça à 4 ans. En gros, si elle bouffait mon histoire, c'est que mes doutes étaient infondés et que j'avais rien compris à la logique. Ou si alors elle disait, ça n'a pas de sens ton truc. Alors du coup, j'avais compris comment le monde fonctionnait. C'était vraiment ça. L'enjeu, il était là. Puis évidemment, elle a bouffé mon histoire. Et puis, donc après, je me dis, bon, je ne vais plus parler de mes doutes aux gens. Ça y est, je vais vivre avec ça. Je vois les choses différemment. Et puis, je n'ai pas toujours raison. Et puis, voilà. Et puis, j'ai grandi dans ce doute-là. Et puis, donc c'est aussi pour ça que je n'ai pas tellement fait confiance aux autres ou aux adultes, parce que j'ai l'impression que les histoires, elles n'avaient pas beaucoup de sens. La cohérence, c'était vraiment important. Je n'arrivais pas à mettre toutes les pièces ensemble. Et puis, une année après, mes parents m'ont dit mais non, c'est pas cette histoire-là, en fait, il s'est suicidé. Mais voilà, parce que tout à coup, j'étais plus grande et on utilisait le mot, et on n'avait pas utilisé avant. Et puis, on était même surpris que j'ai compris quelque chose d'autre avant. Donc voilà, mes premiers souvenirs, c'est des souvenirs de confusion, d'émotions intenses, de trauma dans la famille. Et puis d'être là au milieu en train d'essayer de recoller des pièces dans mon cerveau, puis ça ne collait pas. Un enfant qui observe beaucoup, qui prend toutes les infos et qui fait son puzzle interne et ensuite le confronte à la réalité pour voir si... c'est très scientifique déjà, oui, c'est exactement ça. La démarche, elle était là. Et puis, oui, j'avais cette réputation dans ma famille où il fallait faire attention parce que Christine, elle écoute tout puis elle se souvient de tout. Donc, puis je me souviens de mon père et ma mère qui disaient aux gens qui venaient nous visiter, qui disaient vous croyez qu'en fait, elle fait son truc, elle joue dans son coin, mais en fait, elle écoute, puis elle va ressortir ce qu'elle a entendu plus tard. Puis c'était presque une menace, en fait, alors que moi, je trouve ça très bien. Moi, je pensais que j'avais ma place comme tout le monde. On était tous égaux, un, et qu'il n'y avait pas des moitiés parce que j'étais enfant. J'ai jamais vu ça comme ça. Ça me parle beaucoup ce que vous racontez là. Ça résonne pas mal avec mon histoire. Moi, je n'ai pas été identifiée enfant, mais il n'empêche que le vécu était là. On utilisait peut-être d'autres mots, mais le vécu était là où effectivement, la réalité, est-ce que je vis à l'intérieur, je suis la seule ou les autres aussi? Donc, quand on est tout petit, on est encore très innocent, donc on partage. Et puis, effectivement, je me suis rendu compte un jour que mon monde intérieur, je suis la seule à l'avoir, en fait. Donc, au bout d'un moment, ça devient gênant de le partager. Et c'est comme ça que petit à petit, on se renferme un petit peu dessus. Et que pour moi, la découverte de la douance à l'âge adulte a été une révélation qui permet de dire « Ah, ok, c'est pour ça que j'ai fait tout ça » et d'expliquer les choses et de commencer la reconstruction. Puisque vous êtes psychologue international, vous pouvez nous dire comment on voit la douance à l'international? Alors, on ne la voit pas trop parce que c'est connecté assez culturellement. Et puis, comme le but de la psychologie internationale, c'est de développer des universaux et puis ensuite de les contraster localement et puis de voir tout ce qui se passe entre deux. Donc, par exemple, on va prendre un principe comme
l'éthique, par exemple. Et puis, on va dire, bon, l'éthique, on trouve ça dans toutes les cultures. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'éthique dans ce pays-là ou dans cette communauté-là ou même dans ce petit groupe d'adultes ici ou dans ce groupe d'enfants ici. Donc, en fait, par rapport à la psychologie internationale, ce serait de regarder les personnes qui seraient identifiées comme un sous-groupe et comment eux vivent localement certains universaux de point de vue un peu plus global. Donc, de prendre des groupes de zèbres dans différents pays et de voir comment eux, ils appréhendent certains concepts. Ah voilà, ces deux axes-là, c'est exactement ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les rend communs, identiques? Qu'est-ce qu'il y a vraiment des aides partout? Ou est-ce que c'est juste une projection de certaines cultures qui ont besoin d'identifier certaines personnes d'une certaine manière pour justifier certaines choses par rapport à un système? Et puis après, c'est de manière locale, comment est-ce que ça se traduit? Est-ce que c'est des gens qui ont leur propre cursus scolaire? Est-ce que c'est des gens qui sont identifiés à l'intérieur de la famille? Est-ce que c'est à quel niveau est-ce que c'est repéré et comment est-ce que c'est utilisé? Super intéressant. Donc, ça renverrait déjà à la notion d'intelligence. Comment est considérée, qu'est-ce que l'intelligence selon les pays? Si Eh on... bien, c'est pas universel. C'est ça, justement. L'intelligence, c'est pas universel. Quand on regarde la manière dont on mesure l'intelligence, c'est extrêmement culturel. On définit soi-même. D'ailleurs, je faisais cet exercice-là. J'ai enseigné la psychologie pendant 15 ans aux États-Unis dans des universités techniques. Et puis, il y avait un chapitre qui était l'intelligence. Je m'amusais beaucoup. Donc, j'expliquais comment était fait le test d'intelligence. Puis, je disais, on va en faire un. Alors, on met au tableau tout ce qui fait que vous pensez que quelqu'un est intelligent. Votre première impression de quelqu'un d'intelligent, il fait quoi? Il ressemble à quoi? Alors, il y a des gens qui se sentent très validés par cette question. C'est, je suis contente que vous me demandiez parce que c'est pas forcément quelqu'un qui va à l'université, c'est quelqu'un qui paye ses factures ou c'est quelqu'un qui s'occupe bien de ses enfants. Puis on met tout. Puis après, on dit, bon, tout ça c'est très bien, on arrive à une définition commune, c'est génial. Maintenant, pour faire un test, il faut que ce soit opérationnalisable. Donc, il faut qu'on puisse le mesurer. Donc, si c'est pas observable, je suis obligée de l'effacer. Alors, on enlève toutes les notions subjectives, on enlève toutes les notions qui ne sont pas pratiques, parce qu'on peut pas quantifier pratiquement. Par exemple, si je vous demande si vous avez si vous êtes financièrement indépendant, si je pense que c'est ça être intelligent, il va falloir que je vous demande des informations que vous n'avez peut-être pas envie de me donner. Donc, comme ça, on discute, on se demande si c'est possible ou pas. Et puis, après, on arrive, c'est très rapidement de la logique et de la culture générale, très, très rapidement. Et puis ensuite, on définit ce qui peut être mesuré. Et après, le lendemain, j'arrive avec des questions que j'aurais créées par rapport à cette définition commune, avec 10 questions parce que c'est plus simple. Et puis, je dis, allez-y. Et puis, c'est pas fait pour que tout le monde puisse y répondre. Puis, j'explique comment c'est fait, comment c'est construit. Et puis ensuite, je montre que la plupart d'entre eux vont avoir 5 réponses justes. Ils vont entre 5, voilà, dans cette zone-là. Et puis pour la courbe de Gauss. Et puis après, il y a les outliers, il y a ceux qui vont avoir plus, et on va les définir par rapport à notre définition d'intelligence comme étant très intelligents. Puis après, il y a ceux qui vont être beaucoup moins. Puis après, on va se demander pourquoi les gens ont moins. Alors, ils en ont peut-être parce qu'ils n'ont pas eu accès à la même école, peut-être que parce qu'ils n'ont pas eu les parents qui leur ont donné accès à certaines informations, ou peut-être parce que on n'a pas forcément valorisé certaines compétences par rapport à leur genre, par rapport à leurs origines, ou par rapport à ce qu'on attendait d'eux. Et puis, on se rend compte que, en fait, voilà, c'est pas si fiable que ça. Et puis, c'est une définition qu'on s'est donnée. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai beau enseigner ça, démontrer, les impliquer, à la fin, il y en a toujours 3-4 qui vont me demander, mais alors où est-ce que je peux faire un test de QI ici? Ça arrive toujours. Oui. Ça interpelle quand même. Ouais, les gens ont besoin de se positionner aussi. L'esprit rationnel aime bien mettre les choses dans des cases, c'est rassurant. Ça. Ouais. Il y a 3 cases, je suis dans et moi. Ouais. Et moi. C'est hyper intéressant parce que ce que vous dites, c'est qu'en fait, on cherche à définir de manière objective une notion super subjective. L'intelligence, c'est très subjectif et pour arriver à lui donner une consistance, on essaye de mettre des critères objectifs dessus. Voilà. Mais après, la vraie question, c'est ça sert à quoi de définir l'intelligence? Ça sert à qui? C'est une vraie question. Moi, je n'ai pas de réponse parce que ce n'est pas une question qui m'intéresse. Mais je trouve que la question derrière la question, c'est celle-là.
Il est intéressant de se la poser, surtout quand on se raccroche beaucoup et souvent en stade d'identification, quand on découvre cela, on a une phase où on se rattache beaucoup à cette notion d'intelligence, du coup, ben, pourquoi faire et puis après, plus largement, le haut potentiel, quand on voit ça comme une manière de fonctionner différente, d'être au monde un peu différente, etc. D'accord, très bien, c'est une étiquette, mais qu'est-ce que ça permet de faire? Qu'est-ce qu'on fait de ça ensuite? Ouais. Et c'est là où la valeur de la culture est importante, parce que c'est la culture qui donne une valeur à ce qu'elle a elle-même défini. C'est Un peu absurde quelque biaisé. part tout ça. Voilà, on se justifie soi-même que c'est important ce qu'on a défini comme étant important, et puis que ça justifie de classer les gens en fonction de ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Donc ça ne pourra pas être un universel à la base. Mais c'est localement très intéressant. Oui, après on vit dans une société et dans une culture avec des codes et les connaître sans forcément les accepter, les intégrer, mais en tout cas les connaître, Ouais. ça peut être intéressant. Mais justement, aux étudiants qui me demandaient par rapport au test de QI, j'ai toujours dit, prenez-le comme un jeu encore. Si vous gagnez, alors utilisez-le. Puis si vous perdez, sachez que c'est très relatif la valeur qu'on peut donner. Oui, il y a plein de biais aussi qui peuvent exister en cours de test et en fonction de, par exemple, la gestion du stress et des émotions, on peut avoir des performances différentes d'un jour à l'autre aussi. Ouais, ouais. Donc c'est quand même là encore très relatif et subjectif. Alors si la douance, c'est juste un outil, c'est au potentiel, c'est rayures, on les appelle chacun un peu ces mots, c'est juste un outil. Vous avez quelques conseils pour apprendre à bien se servir de cet outil, de ce marteau, pour ne pas se le laisser tomber sur le pied, mais pour construire des choses, pour créer? Ben oui et non, mais en plus, moi, j'ai que l'expérience de ce que c'est que d'être moi, donc je ne vais pas commencer à donner des conseils pour être quelqu'un d'autre. Je peux vous expliquer comment c'est d'être moi, mais Vous êtes, peut-être que ça résonnera chez des personnes qui nous écoutent, vous n'êtes peut-être pas la seule à être comme ça. ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, déjà, j'approche les gens comme j'aime l'idée qu'il y a autant de neurones dans un cerveau qu'il y a d'étoiles dans l'univers. Je trouve ça génial. Le parallèle, il est fantastique. Et donc, j'imagine chaque personne comme un univers à soi. Et puis, évidemment, j'ai aussi mon univers et je vois vraiment tout ce que je sais, donc mon réseau sémantique d'informations, de connaissances, d'expériences, de sensations, de perceptions, d'opinions, je le vois vraiment comme des constellations où tout est accessible à tout moment et je peux relier ce que je veux quand je veux, comme je veux et changer le sens de ce qui était déjà là avant. Et j'adore cette fluidité-là. Et c'est un jeu, c'est contemplatif, c'est tout le temps présent, je ne m'ennuie pas. Voilà, je ne me suis jamais ennuyée. Je m'ennuie jamais. À moins qu'on m'enlève ça, mais ça, c'est vraiment, c'est pas le secret, mais c'est le centre de mon bonheur à moi. C'est de pouvoir jouer avec ces concepts-là, que ce soit créatif, que ce soit dans l'empathie pour comprendre l'autre, pour recréer mon monde à la manière de l'autre, pour comprendre son monde mieux, que ce soit dans l'écoute, que ce soit dans la validation de ce qu'est l'autre. Ça, c'est comme ça que j'utilise au quotidien. Vous l'avez mis au service de ce qui vous anime, en fait. Exactement. Vous apprendre à vous en servir et à le gérer, à vouloir le cadrer. Vous avez décidé de le mettre tout simplement au service de ce qui vous anime et du coup, c'est très fluide. Ouais. Alors là, la liberté, c'est assez nomadique chez moi. C'est vraiment ça. C'est très libre. Oui, c'est important. La liberté, c'est important pour tout le monde. Il y a cette Mais notion. ça rejoint l'innocence. Et il y a la notion d'innocence, ouais. Et genre, je peux pas m'empêcher d'entendre sens aussi, la notion de sens qui est quand même très présente chez les zèbres, en plus dans un contexte économique, social, sanitaire en ce moment qui est vraiment particulier. Donc le sens de notre existence, de la place qu'on peut prendre est particulièrement important pour un zèbre, il me semble. Ouais. Vous constatez ça aussi. Comment on fait Après, on a une place, qu'on soit zèbre ou qu'on ne le soit pas. Et puis, je pense que la force du zèbre, c'est justement de pouvoir affirmer la place de tout le monde.
avec une confiance, avec des arguments, ça me semblerait pas très fonctionnel d'utiliser cet outil que j'ai pour me donner une place à moi ou pour donner une place à mon groupe. Je pense que c'est justement ma force de pouvoir promouvoir une image de l'intégration, de l'égalité, parce que justement, entre guillemets, je suis en position de force. Je prends ça comme une responsabilité. Donc finalement, ce serait ce potentiel d'amener les gens sur un pied d'égalité en partageant notre univers intérieur et ce qu'on apprend, ce qu'on comprend, pour les aider à s'élever. Ça paraît très valorisant comme mission. Mais donc j'ai envie de dire oui. Je ne l'aurais pas formulé avant, donc je n'ai pas le droit de m'approprier, mais c'est dans cette idée-là. Moi, je pense que bon, aussi, le service, pour moi, c'est une valeur centrale dans ma mission de vie. J'ai vraiment besoin d'être au service de quelque chose de plus grand que moi. Donc, j'aurais très tendance à servir la mission de l'égalité, de l'intégration, de dire qu'on est assez bien, sans être parfait, sans devoir être mieux. On est assez bien et ça suffit. Ça, ça peut être un grand soulagement aussi de reconnaître que comme on est aujourd'hui, la perfection n'existe peut-être pas, ou alors elle est partout. Et dans ce cas-là, aujourd'hui, tel qu'on est, on est déjà parfait, on est déjà suffisant, on n'a pas besoin d'être plus, encore mieux. Ah, puis ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le pet peeve, c'est le truc qui va m'énerver à chaque fois. Mais si vous voulez voir une réaction émotionnelle de moi, c'est ça. C'est quand on dit aux gens qu'ils doivent aller mieux, faire mieux. Le mieux, mais ce que ça m'énerve mieux. Mieux, ça a seulement un sens quand les choses sont mauvaises. On passe de mauvais, mieux, bien. Quand les choses sont bien, il n'y a pas besoin que ce soit mieux. Et la raison pour laquelle on le sait, c'est quand les choses vont plus bien, on ne va pas vouloir qu'elles soient extraordinaires, on va vouloir qu'elles soient à nouveau bien. Le bien, c'est la baseline, c'est le neutre. Et puis, qu'est-ce que c'est bien d'aller bien? Et puis, c'est pas assez célébré parce que ça fait pas d'argent. Quand les gens vont bien, on n'a rien à leur vendre quand les gens vont bien. C'est quand les gens vont mal, ou alors on doit les convaincre que quand ils vont bien, ils peuvent aller mieux. Puis là, on peut leur vendre des trucs pour se sentir mieux. Donc voilà, ça c'est le truc qui va m'énerver, c'est être bien. Mais qu'est-ce que c'est bien d'être bien? Donc j'aime bien célébrer les petites victoires, j'aime bien partager des moments simples. Voilà. Si ça devient compliqué, c'était pas pour moi. Ouais, on est vraiment dans une culture du toujours plus, toujours mieux, qui fait qu'en plus, peut-être qu'on veut progresser. Pour moi, ça fait partie de la nature humaine et même de la vie. En fait, tout ce qui est en vie cherche à évoluer, à grandir, à progresser. Donc, de toute façon, je ne pense pas qu'on puisse lutter contre ça. Ça va se faire naturellement. On n'a pas forcément à aller le chercher. Ça va se faire. Et je suis intimement convaincue, pour commencer à vraiment le mettre en place aujourd'hui, que célébrer les petits pas, les petites victoires, les petites choses qui ont l'air de rien de l'extérieur, mais pourtant qu'on a réalisées, c'est ça qui contribue notamment à cette évolution, sans vouloir toujours plus. Déjà, ce que j'ai fait, c'est super, c'est bien, et je le célèbre. Et je suis contente de ce qui est là aujourd'hui. C'est ça. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas plus ou mieux demain, mais le mieux aura un sens que quand on regardera derrière, pas en allant devant. Ce sera demain quand vous regarderez hier, vous direz « c'est mieux ». Là, ça a un sens, mais pas demain. Pourquoi je vais aller mieux demain? Aujourd'hui, c'est génial. Voilà, je vais profiter d'aujourd'hui. Donc ça, c'est… ouais. C'est une question de référence, en fait. C'est mieux. C'est une question de point de référence, en fait. C'est pas « j'irai mieux demain », c'est « je vais mieux qu'hier ». C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est pas artificiel, c'est juste une réalité. Et puis, c'est de la contempler. Voilà, c'est ça. Bon, après, j'ai un petit déformement aussi parce que ma spécialisation, c'est dans le trauma. Oui, les chats font pas des chiens et puis les enfants sont pas très différents de l'âge adulte. Je pense que c'est un petit lien quand même, un petit épisode de 2 ans et demi. Donc, je me suis beaucoup intéressée au trauma. Et puis, ce que j'ai vu, c'est que quand il y a un trauma, il y a une différence. C'est pas comme une crise où dans la crise, ce que vous investissez comme ressources peut faire une différence dans le résultat. Le trauma, le résultat, il est déjà là, il faut vivre avec. On n'a pas envie parce qu'il y a une grande différence entre le monde qu'on s'imagine être et l'événement qui nous arrive. Et c'est pas compatible. Le monde ne peut pas être le monde
que je crois être, et en même temps, ça peut pas être vrai. Les deux sont pas compatibles. Et pourtant, ça existe, et là, il y a un gros clash. Et quand ça arrive, ben, faut vivre avec. Et on n'aime pas vivre avec, donc on vit souvent fragmenté ou dissocié, où il y a beaucoup de choses qui vivent ensemble, mais sans être un tout. Et puis, après, ça revient un petit peu l'idée de la constellation, où moi, quand je vois mon cerveau justement comme une constellation, les choses qui se relient différemment, ça me donne une ressource pour justement pas avoir mon monde comme étant figé, avec une vision du monde qui doit être comme ça, où elle est plus fluide. Ça ne veut pas dire que je suis immunisée au trauma, c'est pas du tout ça. Et puis, s'il vous plaît, la vie, ne me testez pas là-dessus, j'ai pas envie de vous le démontrer. C'est juste que quand on a une vision que le monde est plus fluide, on a peut-être plus envie de le reconstruire différemment rapidement. Mais c'est pour ça que moi j'aime bien célébrer les petites victoires au quotidien. J'aime travailler avec des gens qui sont en reconstruction post-traumatique, parce qu'il n'y a pas ce côté glamour, événementiel. C'est au quotidien des petites choses. La semaine dernière, je ne pouvais pas aller faire mes courses, aujourd'hui je peux. Il y a un moment, je ne pouvais jamais faire confiance à quelqu'un de nouveau, mais là j'ai donné la chance à quelqu'un. Je me suis plantée, mais je me suis donné la chance d'essayer. Ou j'ai essayé, puis ça a marché. Et puis, je ne vais pas tout attendre de cette personne-là, mais ça va me donner de la confiance pour refaire autre chose. Et puis ça, c'est vraiment ce qui me passionne, ces petites victoires-là. C'est le mieux quand on va mal. Ça, vraiment, je trouve que ça a un sens. Le mieux quand on va bien, je me lasse assez vite. Ouais, ouais. Ça me parle beaucoup ce que vous dites, mais je m'intéresse beaucoup à tout ça aussi. Et j'entends deux choses. Il y a cette notion de s'être dissocié, divisé. Donc, pour être pleinement heureux, bah, il faut être plein, il faut être complet. Donc, réintégrer toutes ces parts, y compris celles qui souffrent, et travailler sur cette capacité d'aller mieux quand on va mal, qui est une forme de résilience, en fait. Travailler ses capacités de résilience. Alors, la résilience, c'est que justement, le monde qu'on avait avant n'est pas complètement chamboulé, fragmenté, fracassé par l'événement traumatique. Et puis, on a l'impression de passer à travers. Ça n'enlève pas le fait que ce soit arrivé, mais quelque part, ça n'a pas tout chamboulé. Après, la reconstruction post-traumatique, c'est quand l'événement a tout fragmenté, fracassé, cassé, remis en question. Et puis, c'est plus possible de vivre avec le même monde. Il faut reconstruire un monde avec une nouvelle cohérence. Oui, donc il y a eu un choc au niveau du système nerveux, quoi. Ça a bugué. Et donc, il s'agit de remettre ces éléments en place. Et ce n'est pas la même chose que d'entraîner progressivement son système nerveux à se remettre, s'il est désorienté, mais pas complètement déstructuré. Il y a une forme de déstructuration dans le trauma. C'est ça. C'est très intéressant tout ça. Est-ce que, Christine, vous avez envie de partager quelque chose d'autre avec les zèbres qui nous regardent, ceux qui cherchent en particulier à mieux comprendre leur douance, à se donner une vie qui a un sens, peut-être vivre une vie où ils peuvent être pleinement eux-mêmes. Parfois, ça passe par l'indépendance, parfois non. Ouais. On peut s'adapter à beaucoup de choses, mais pour un certain temps. Donc, en fait, si on essaye de se conformer à ce qui n'est pas soi, on peut le faire un moment, mais il y a un moment où il va falloir se retrouver par rapport à ce qu'on est. Donc, je pense qu'on a une bonne capacité d'adaptation. Elle n'a peut-être pas de limite dans ce qu'on est capable de faire, dans ce qu'on est capable d'adopter comme étant le nouveau normal. Mais si c'est trop loin de la personne qu'on est naturellement, combien de temps est-ce qu'on peut le faire? Donc, se respecter assez par rapport à ce qu'on connaît de soi, pas s'excuser d'être qui on est, mais vraiment pas. Mais vraiment pas. Au contraire, dès le moment qu'on a du plaisir à être qui on est, on libère la personne en face de soi d'avoir du plaisir à être qui elle est, quelle qu'elle soit, quel que soit le groupe à laquelle la personne appartient. Si moi je suis heureuse d'être qui je suis dans le groupe dans lequel je suis, encore une fois dans le respect de qui je suis et des autres, eh ben, je libère l'autre personne pour ressentir la même gratitude. Merci. Merci pour ce beau message parce que pour moi, il résume vraiment l'essentiel d'accepter d'être soi et l'adaptation, elle a effectivement pas de limite parce qu'on peut aller très très loin, mais il y a la personnalité profonde derrière qui va finir par trouver qu'il y a trop d'écart et là, il y aura probablement une crise à un moment ou à un autre. Ouais.
Alors, comment on fait pour accepter qui on est? On a le choix. Mmh. Enfin, on va pas me donner une seconde chance pour tester quelqu'un d'autre. Voilà, enfin, merci, je suis très contente d'être moi. Ouais, enfin, ça me paraît assez évident d'être dans la compassion pour soi. Justement parce qu'on va être parfait, parce qu'on peut être soi sans être parfait. On a le droit d'être soi-même avec les erreurs, avec des questions à moitié résolues, avec des parcours en travail. Tout ça, c'est possible. Je pense que dès le moment qu'on arrête de se comparer aux autres, c'est plus facile de s'accepter soi. Mmh. Ça, c'est une Mais claire. je vais jamais être quelqu'un d'autre. Je vais jamais être quelqu'un d'autre. Donc autant que je sois la meilleure version de moi-même qui me fait le plus plaisir. Merci beaucoup, Christine. Merci pour cet échange qui était riche, profond, dense. Il y a beaucoup d'informations. J'espère que ceux qui nous écoutent, nous regardent, trouveront de quoi les aider sur leur chemin à devenir eux-mêmes, accepter d'être qui ils sont et travailler à la meilleure version d'eux-mêmes. Merci pour l'opportunité de ce dialogue, vraiment. Merci. Avec grand plaisir. Au revoir, Christine. Au revoir.